BFM Business, toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Sandra Gandoin. 60 minutes business en direct de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France pour la deuxième journée consécutive à l'hippodrome de Longchamp. Notre invité exceptionnel ce midi, Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci d'être sur notre plateau. Bonjour. On va parler de votre rentrée, Olivier Dussopt, rentrée très chargée, particulièrement pour vous. Réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites. Les dossiers sont nombreux. Vous êtes en première ligne. L'objectif premier du gouvernement, c'est d'atteindre le plein emploi. Et on parle ici d'un taux de chômage à 5%, alors qu'on est un peu au-dessus de 7% actuellement. On va commencer par cette réforme de l'assurance chômage. Est-ce que vous avez un calendrier précis à suivre dans les semaines qui viennent? C'est effectivement la première brique de tout ce que nous devons faire pour atteindre le plein emploi. Et vous l'avez dit, nous étions à 9,5% de chômage en 2017, 7,4% en 2022, avec 750 000 emplois créés pendant la seule période 2019-2022, c'est-à-dire pendant la crise Covid. C'est rassurant et une partie du chemin est fait. Aujourd'hui, il faut aller plus loin et nous allons actionner un certain nombre de leviers. Pas seulement l'assurance chômage, la formation, la réforme des lycées professionnels. Mais nous allons effectivement commencer au Parlement par cette question de l'assurance chômage. Dès la semaine prochaine, le texte de loi sera soumis au Conseil des ministres pour être examiné avant d'être transmis au Parlement. Et notre objectif est que l'Assemblée nationale puisse l'examiner lors de la première semaine d'octobre, à la reprise de ses travaux, avec cette volonté évidemment d'ensuite faire examiner le texte au Sénat et de trouver le plus rapidement possible un accord. Donc juste pour bien comprendre, le texte que vous présentez la semaine prochaine au Conseil des ministres, c'est la nouvelle mouture de l'assurance chômage, les nouvelles règles? Le texte que je présente au Conseil des ministres la semaine prochaine est un texte très court, qui porte quelques articles et quelques dispositions très administratives, mais qui porte aussi... prolonge la convention actuelle, c'est ça? J'ai au bout, qui s'intéresse aussi aux questions de validation des acquis de l'expérience, ce n'est pas rien, et puis il y a la question de l'assurance chômage. Aujourd'hui, quelle est la situation? Il faut être très précis en la matière. En 2019, le gouvernement, à l'époque Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a constaté l'échec du dialogue social sur la question des indemnisations de l'assurance chômage. Et en application de la loi de 2008 sur le dialogue social, la ministre du Travail a alors pris un décret, qu'on appelle un décret de carence, pour mettre en place de nouvelles règles d'indemnisation, ce qu'on appelle la réforme de l'assurance chômage. Ce décret de carence, par la loi, ne peut excéder 3 ans. Et donc le 1er novembre, il n'y a plus de règles d'indemnisation de l'assurance chômage. Avec le projet de loi que je porterai devant le Parlement, le gouvernement aura la possibilité de prolonger les règles en question jusqu'à la fin de l'année 2023. Et parallèlement à l'examen parlementaire de ce texte, il y a un deuxième chantier que nous allons confier aux partenaires sociaux dans un premier temps, qui consiste à introduire un nouveau critère de modulation des conditions d'indemnisation, et je parle bien des conditions plus que du niveau, nouveau critère qui doit permettre de moduler ces conditions d'indemnisation en fonction du marché de l'emploi et de l'activité économique. À partir de quand sait-on, parce qu'en fait cette réforme c'est que les chômeurs soient incités à reprendre un emploi quand l'économie va bien et que les règles soient plus protectrices quand les choses vont mal. Quand est-ce qu'on sait que ça va bien et on regarde quels indicateurs? Ça fait partie des choses que je ne veux pas préjuger. Le dialogue social que nous appelons de nos voeux sur cette question de la modulation porte sur 2 points essentiellement. À la fois ces indicateurs, ce qui permet de savoir si ça va bien ou si ça va mal, et les critères de modulation. Lorsqu'on réfléchit à cette question des indicateurs, les partenaires sociaux le feront dans le cadre du document d'orientation que nous leur adresserons. Il y a évidemment le taux de croissance, il y a le rythme de création d'emplois, il y a aussi le ratio entre le nombre d'emplois vacants et le nombre de demandeurs d'emploi inscrits auprès de l'assurance chômage. Ce sont autant de pistes sur lesquelles il faut travailler, de la même manière que sur la modulation des conditions d'indemnisation. Il y a des possibilités qui sont nombreuses. La réforme de 2019 avait modifié le salaire journalier de référence. Nous avons aussi des pistes de travail sur la durée d'indemnisation totale, sur les conditions d'accès à l'indemnisation, pour voir comment faire en sorte que ces règles soient plus incitatives quand les choses vont très bien et plus protectrices quand les choses vont mal, comme vous l'avez rappelé. Mais très concrètement, ces règles-là, cette réflexion, elle va durer combien de temps avec les partenaires sociaux? C'est un cadre de réflexion que nous allons poser avec les partenaires sociaux. Nous souhaitons... À partir de maintenant, donc à la rentrée? Après le dépôt du texte au Conseil des ministres, nous souhaitons que cette réflexion soit à la fois sérieuse, donc il faut un petit peu de temps, mais l'objectif est que ces règles de modulation puissent être fixées avant la fin de l'année 2023. À la fin de l'année 2023? 2022, pardonnez-moi. Ah, 2022, voilà, excusez-moi. D'accord. Ouais. On a parlé de comment regarder si l'économie va bien ou elle va moins bien. Sur quoi ensuite on va...
Vers où va votre préférence? Est-ce qu'on va toucher à la durée d'indemnisation, au montant des indemnisations? J'ai dit à l'instant que cela faisait partie des critères possibles, des indicateurs possibles, et que je ne voulais pas préjuger du travail des partenaires sociaux. Ouais, et j'ai aussi dit que la réforme de 2019, en modifiant le salaire journalier de référence, avait déjà joué, et en introduisant la dégressivité pour les allocations les plus importantes, avait déjà joué sur le niveau des indemnités. Je crois qu'on doit travailler sur des pistes. Je les ai rappelées que nous allons soumettre aux partenaires sociaux, à la fois en termes de durée d'affiliation et de durée d'indemnisation. Mais Olivier Dussopt, vous parlez beaucoup des partenaires sociaux, c'est normal, vous êtes ministre du Travail, pourtant vous avez entendu comme moi le président du MEDEF, ici même, dire on ne veut pas de cette concertation parce que c'est une perte de temps. Patronat et syndicats, en premier lieu CFDT, on n'est pas du tout d'accord sur le diagnostic, donc ce sera une perte de temps de vous faire travailler. Et donc on vous demande, vous, l'État, de prendre la main et d'avancer. Qu'est-ce que vous répondez à Geoffroy Roux-Pézieux ? La première, c'est que l'indemnisation du chômage relève de l'article L1 du Code du travail, du dialogue social. Et si nous portons un projet pour permettre la prorogation des règles, nous devons aussi veiller à ce que les éléments nouveaux fassent l'objet d'un dialogue social. C'est ce que nous voulons. J'ai aussi entendu Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière, ce matin, dire qu'il allait s'inscrire dans le débat. Ça ne veut pas dire que nous serons d'accord, mais qu'il va participer à cette construction. Et puis, il faut aussi que chacun prenne sa part de responsabilité. Souvent, on demande au gouvernement, à l'État, de mener des réformes, de monter au front. Et lorsque l'État monte au front et qu'il se retourne, il peut parfois se trouver un peu seul. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. J'ai aussi beaucoup entendu nombre d'organisations patronales appeler de leur vœu une réforme de l'assurance chômage. Et je pense que ce serait bonne à loi que la participation au dialogue s'inscrive aussi dans une forme de soutien à cette initiative. Jean-Marc Daniel, certains disent que cette réforme va un peu passer en force. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense, alors on verra, mais qu'on s'oriente vers un passage en force. À la limite, d'ailleurs, Thomas l'a dit, il y a des partenaires sociaux qui trouveraient ça plutôt une bonne chose, de faire assumer la responsabilité de la décision un peu brutale à l'État. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est deux choses. La première, c'est que on a l'impression qu'il y a du chômage parce que les gens ne veulent pas se remettre à travailler. Enfin, c'était ici même, il y a quelques années, qu'un Premier ministre socialiste de l'époque avait dit, pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et donc ici, on est dans le monde des employeurs. Est-ce que les employeurs demandent des baisses d'impôts, notamment des baisses d'impôts sur les impôts de production? Est-ce que ce serait pas plus efficace que de remettre en place quelque chose qui s'apparente un peu, permettez-moi de le dire, à une nouvelle usine à gaz? Vous avez été ministre du budget. Vous vous souvenez que dans les traités européens, on définit le déficit conjoncturel par rapport au déficit structurel à partir de l'état normal de l'économie. Or, en ce moment, tout le monde dit, mais on n'arrive pas à savoir quel est l'état normal de l'économie, donc on n'arrive pas à savoir quel est le déficit conjoncturel. Donc vous allez avoir de même, c'est ce que disait Sandra, du mal à savoir quelle est la période favorable et la période défavorable. Est-ce que ce serait pas plus simple d'avoir un système avec une indemnisation pendant 14 mois, comme le recommandent certains économistes, et puis ensuite baisser les impôts des entreprises pour qu'elles aient les moyens d'embaucher? Olivier Dussopt. D'abord, il n'y a pas de passage en force. C'est la loi de 2008 sur le dialogue social qui prévoit qu'en cas de carence du dialogue social sur un certain nombre d'items qui sont répertoriés à l'article 1 du Code du travail, le gouvernement et donc l'État reprend la main et peut prendre un décret de carence. Le passage en force serait justement de ne pas mener cette concertation, de ne pas ouvrir ce dialogue et de ne pas ouvrir cette possibilité d'un accord entre les partenaires sociaux. Pour le reste, je partage un aspect du propos. L'aspect consiste à dire ça ne peut pas être la seule solution. Je ne suis pas sûr que baisser de 24 à 14 mois, comme certains le proposent, comme vous l'avez repris dans votre propos, ne soit pas d'une brutalité assez importante. Mais surtout, il faut dire qu'il n'y a pas cette seule solution. Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'avoir des règles plus incitatives en période de tension de recrutement, comme nous le connaissons aujourd'hui, est une bonne chose. Mais je suis aussi convaincu d'un autre aspect, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, ça doit s'accompagner d'une politique de l'offre et de compétitivité. Et les impôts de production, nous allons continuer à les baisser. Bruno Le Maire le rappellera cet après-midi, le président de la République l'a dit, nous allons continuer à baisser la CVAE. Nous avons baissé les impôts de production de 25 milliards d'euros au cours du premier quinquennat et c'est une marche que personne n'avait jamais franchie, en tout cas dans ce sens. Et puis nous allons continuer à investir sur la formation. La formation initiale, c'est la réforme du lycée professionnel, c'est le développement de l'apprentissage, la formation continue, mais aussi la formation de celles et ceux qui aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés pour revenir vers l'emploi. On parle souvent des bénéficiaires du RSA, ils ne sont pas les seuls à être éloignés de l'emploi. Mais aujourd'hui, nous avons un bénéficiaire du RSA sur deux qui bénéficie du RSA depuis plus de 4 ans. Ça signifie un éloignement, une rupture. Et donc, il faut accompagner, former et personnaliser l'accompagnement. Et je le dis, je le répète, pas un seul levier, ça ne marchera jamais.
Par contre, agir sur tous les aspects de la politique de l'emploi. Mais alors, justement, Olivier Dussopt, ce sont les annonces qu'a fait le président de la République dans son interview du 14 juillet en annonçant pour la rentrée une réforme globale du travail. Effectivement, assurance chômage, mais aussi RSA, réforme du lycée professionnel, France Travail qui va remplacer Pôle emploi. Est-ce que toutes ces réformes-là auront lieu en même temps, dans un même texte, un texte travail, on va l'appeler comme ça, et à ce moment-là, ça aura lieu quand? Mais pourquoi un texte? Pourquoi un texte? Ça passera pas au Parlement, ce genre de réforme? Si, mais tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Lorsque on parle essaie de comprendre la méthode et le calendrier. Mais justement, voilà. J'essaie de vous l'expliquer. Lorsqu'on parle de réforme de l'assurance chômage, il y a des questions qui nécessitent des dispositions législatives. La possibilité pour le gouvernement de prendre un décret de prorogation, ça nécessite une disposition législative, donc on fait un texte parlementaire. La réforme de la VAE qu'on va mettre dans le même texte, ça nécessite un texte législatif, donc nous mettons à profit cette fenêtre parlementaire. Demain, nous allons travailler sur la création de France Travail. Et derrière France Travail, je mets à la fois l'amélioration du service public de l'emploi, mais aussi l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et cet objectif de plein emploi. Est-ce que ça nécessite forcément un grand texte de loi? La réponse est non. Ça nécessitera peut-être quelques dispositions législatives, mais c'est de la coordination, c'est de la réorganisation, c'est de la mobilisation et de la mise en œuvre de dispositions législatives qui existent déjà. Lorsqu'on est sur la réforme du lycée professionnel, ça nécessitera évidemment des dispositions législatives. Je prends un exemple et à dessein, je prends celui qui peut paraître sinon anecdotique, en tout cas le plus facile. Lorsque le président de la République dit il faut que la moitié du temps de formation soit consacré à des stages et que ces stages soient indemnisés. Aujourd'hui, la loi dit que pour qu'un stage soit indemnisé, il faut qu'il ait une durée minimale de 2 mois. Si nous sommes sur les rythmes scolaires, avec des séances de 6 semaines, de 7 semaines entre 2 périodes de vacances, nécessairement, on devra prendre quelques dispositions législatives. Ce que je veux dire par là, c'est que tous ces chantiers, nous les ouvrons. Nous allons les évoquer au Conseil national de la refondation, nous allons les évoquer dans les concertations, mais ils vont être mis en œuvre à la fois par des aspects réglementaires, ils seront mis en œuvre par de la concertation, et puis il y aura besoin de textes législatifs, et à chaque fois que ça sera nécessaire, nous inscrirons des projets de loi au Parlement, où nous mettrons à profit l'examen de tel ou tel texte. D'accord, il ne va pas y avoir un gros projet de loi travail qui englobe tout ça. C'est l'efficacité. Au fil de l'eau. C'est l'efficacité. Je voudrais revenir sur le fond, notamment de cette réforme de l'assurance chômage. Parmi les urgences, prolonger le système de bonus-malus pour les entreprises qui ont recours au contrat court. Il y a eu un premier bilan plutôt positif. Les 2/3 de ces entreprises, finalement, ont un bilan positif. Elles vont voir leur taux de cotisation diminuer. Exactement. Lorsque la réforme de l'assurance chômage a été mise en œuvre en 2019, une attention particulière a été portée à la question de la précarité et au recours au contrat court. 7 secteurs d'activité ont été définis comme ayant plus recours au contrat court que les autres. Ces 7 secteurs ont fait l'objet d'une période d'observation et nous entrons dans une période d'application, soit d'un bonus pour les entreprises qui ont un taux de séparation, de rupture moins important, soit d'un malus. Et effectivement, les premiers résultats, qui sont des résultats encore provisoires, mais qui indiquent une tendance extrêmement favorable, montrent que 63-65% des entreprises vont être plutôt dans une situation de bonus et que les autres seront dans une situation de malus. C'est une bonne nouvelle, parce que ça démontre que dans ces secteurs-là, un effort est fait pour lutter contre la précarité, lutter contre le recours au contrat court. Et les entreprises qui aujourd'hui vont connaître un malus ont aussi la possibilité d'améliorer leur propre situation. Jean-Marc Daniel, c'est une bonne méthode? Oui, je pense que c'est une assez bonne méthode. Néanmoins, ça pose le problème du financement global de l'UNEDIC. On est quand même à près de 50 milliards de dettes. On table sur 50 milliards de dettes de l'UNEDIC. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir financier de cette structure? C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre durablement avec un système d'assurance chômage qui accumule les déficits et dans lesquels, pour essayer de préserver l'emploi, on fait des baisses de cotisation. Les baisses de cotisation sont compensées, c'est le lot commun. L'UNEDIC a une gouvernance paritaire qui a d'ailleurs pris la décision de revaloriser les allocations de l'assurance chômage de 2,9%, là où le gouvernement revalorise les prestations sociales, les retraites de 4%, et ce sont des choix qui appartiennent aux partenaires sociaux. L'ancien ministre du budget que je suis est plutôt serein, en réalité sur la question de l'UNEDIC. D'abord parce que les perspectives financières sont bonnes, malgré la période de Covid que nous avons traversée, malgré la participation de l'UNEDIC au financement de l'activité partielle pendant cette période de Covid, les perspectives sont plutôt bonnes. Elles sont bonnes parce que l'activité économique est bien orientée et que les créations d'emplois sont génératrices de recettes et donc de cotisations. Elles sont bonnes aussi parce qu'un certain nombre des dispositions qui ont été prises se traduisent par une moindre dépense. Et donc je ne dis pas qu'une dette qui se compte en dizaines de milliards d'euros est une bonne situation. Ce que je dis, c'est qu'elle est soutenable et qu'en l'état, les perspectives financières de l'UNEDIC ne sont pas les perspectives les plus inquiétantes de l'ensemble de l'action publique et de toute la sphère de l'action publique. Thomas. Il y a un autre organisme, alors lui beaucoup plus récent, mais qui est aussi déficitaire, c'est France Compétences, qui finance justement la formation professionnelle et l'apprentissage, qui marche très bien,
mais notamment du fait des subventions de l'État. Quel avenir pour l'apprentissage, justement? Comment vont évoluer ces aides, puisque vous êtes bien, enfin, vous ne pouvez pas laisser France Compétences en déficit, l'apprentissage en déficit. Est-ce que vous allez raboter les aides? Comment est-ce que les choses là vont évoluer pour l'apprentissage, qui intéresse évidemment beaucoup de patrons ici? L'apprentissage est une priorité absolue du gouvernement, nous l'avons dit, rappelé. Nous sommes passés de moins de 300 000 apprentis en 2017 à 730 000 apprentis en 2022. Notre objectif est d'atteindre 1 million d'apprentis en 2027. Nous continuons à soutenir l'apprentissage, nous le soutenons de deux manières. Actuellement, nous avons un système de prime à l'embauche à hauteur de 8 000 et 5 000 euros selon l'âge de l'apprenti. Nous avons prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Nous avons annoncé avec la Première ministre, avec Carole Grandjean, ministre déléguée auprès de moi, que nous aurons une discussion avec les partenaires sociaux dans les semaines qui viennent pour voir comment continuer à soutenir l'embauche d'apprentis, c'est-à-dire continuer avec un régime d'aide et en même temps commencer à décroître un petit peu et recalibrer ce régime d'aide pour conjuguer l'efficacité et une forme de soutenabilité budgétaire, puisque cette aide de 8 000 ou 5 000 euros remplace l'ancienne aide qui était de 3 000 euros. L'écart, le gap, allais-je dire en mauvais français, est assez conséquent. Puis il y a un deuxième aspect qui touche au financement des CFA, tel qu'arrêté en 2018. Et la loi de 2018 avait prévu que la comptabilité analytique soit utilisée pour établir la réalité des coûts de formation. Et donc, pour atteindre cette réalité des coûts de formation, plutôt pour rapprocher le montant que verse l'État via France Compétences, via la taxe d'apprentissage au CFA de la réalité des coûts, France Compétences, le conseil d'administration de France Compétences a voté une baisse de 5% des niveaux de prise en charge. 5% de manière générale, c'est une moyenne, mais ça correspond en fait à une résorption de l'écart entre le niveau de financement et les coûts. Puis il y a un troisième sujet qui concerne France Compétences, qui n'est pas celui de l'apprentissage, qui est celui du compte personnel de formation, qui est aussi sur le même budget. Et là, nous faisons un gros travail d'assainissement, de régulation, à la fois en revisitant le catalogue des formations proposées, en regardant le sérieux du travail des organismes de certification, en travaillant avec mon collègue ministre de l'Éducation sur les modalités d'habilitation à venir des organismes de formation. Le CPF est un très bel outil, c'est une invention absolument extraordinaire. Vous donnez aux salariés, la clé de leur propre formation continue et la possibilité de choisir leur domaine de formation. Mais ça reste de l'argent public, ça reste de l'argent financé soit par l'État, soit par la taxe d'apprentissage. Et ça ne doit pas financer des formations bidons, Mais pas plus tard que cette semaine, nous avons, France Compétences, à déréférencer plusieurs centaines de formations qui avaient notamment en commun d'avoir le même organisme certificateur qui lui aussi a perdu son agrément. Parce qu'il faut être vigilant et qu'il peut y avoir des abus, de même qu'il y a des fraudes au CPF, il y a parfois des formations qui ne relèvent pas de la formation professionnelle, qui ne relève pas du développement personnel. Et donc notre travail, c'est aussi de faire preuve de vigilance pour que cet argent public, dans un contexte de déficit que vous avez rappelé, soit bien utilisé. Une dernière question, Olivier Dussopt, parce que le temps file. L'autre dossier, l'un de vos autres dossiers, c'est la réforme des retraites. Il faut travailler plus. C'est votre message. Jean-Marc Daniel nous le répète tous les jours sur ce plateau. Alors, comment relancer les discussions? Les précédentes ont échoué. Comment relancer ce dossier et c'est pour quand? Nous aurons, je crois, l'occasion d'en parler avec l'ensemble des acteurs et des forces vives lors du CNR et ensuite du Conseil national de la refondation. J'ai déjà indiqué qu'après le Conseil national de la refondation, après la publication du nouveau rapport du Conseil d'orientation des retraites, j'aurai l'occasion de faire un point avec l'ensemble des partenaires sociaux et de voir comment on organise cette concertation. Merci beaucoup. Merci Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, d'être venu aujourd'hui dans 60 minutes business en direct de la rencontre des entrepreneurs de France. Je rappelle que Gabriel Attal sera également sur ce plateau dans la grande interview d'Edwige Chevrillon à 19h30. On se retrouve tout de suite pour la suite de 60 minutes business. Merci monsieur le ministre.